Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de ce que c'est que la micronutrition, la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, de ce que vous pouvez attendre d'une consultation de micronutrition, qu'est-ce qu'on y fait, quels sont les bilans qu'on prescrit, qu'est-ce que vous pouvez attendre tout simplement d'une consultation de micronutrition, est-ce que ça pourrait vous servir ou pas. Donc déjà dans un premier temps, je voulais faire vraiment la différence entre la médecine allopathique, qui aujourd'hui est une médecine symptomatique, qui va s'occuper de traiter les symptômes. C'est un peu pour le même symptôme chez un patient différent, on va donner le même traitement. C'est vraiment le one size fit all. Et la médecine nutritionnelle et fonctionnelle qui va plutôt aller s'intéresser aux causes des symptômes, essayer de comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle personne présente ce symptôme et de pouvoir proposer à chaque patient une prise en charge qui va être individuelle, personnalisée et précise. Je ne dis pas que ces deux médecines sont antagonistes, je ne jette pas la pierre à la médecine allopathique, bien au contraire, la médecine allopathique a fait des progrès incroyables, notamment en médecine d'urgence. Pour tout ce qui est pathologie aiguë, on ne peut pas se passer de la médecine allopathique. Et pour moi aujourd'hui, la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, la micronutrition, c'est une prise en charge qui est complémentaire et qui ne va pas du tout à l'encontre de la médecine allopathique. Moi, j'apprécie travailler en collaboration avec des médecins allopathes. Et il y a d'ailleurs, dans les formations que je suis, des médecins allopathes qui se forment aujourd'hui à la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. Finalement, la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, c'est avoir cette conception que chaque patient, c'est le terrain d'une enquête scientifique et médicale, d'une enquête pendant laquelle on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce patient n'a pas un état de santé optimal. Donc on ne va pas se contenter d'aller regarder ce qui se passe dans votre assiette, mais on va bien faire un état des lieux complet, une prise en charge, ce qu'on dit intégrative, de votre état de santé, et on va décider du protocole que l'on va mettre en place. Alors le plus possible, ça va être une prise en charge qui va être personnalisée et précise, et pour ce faire, on va utiliser effectivement des bilans de biologie spécifiques, des bilans de biologie d'investigation, des bilans de biologie préventive. Alors, beaucoup de médecins qui pratiquent la micronutrition, la médecine fonctionnelle et nutritionnelle ont mis en avant un nouveau paradigme donc, de cette nouvelle médecine qui est la médecine 4P. 4P pourquoi? Parce qu'on parle de médecine qui est préventive. Vous le savez, à l'heure actuelle, notre système de santé est plutôt un système de la maladie. On est plus dans le curatif que dans le préventif. Je pense d'ailleurs très souvent lorsque je vois des patients qui ont des glycémies qui sont déjà à 1, 1,10 et que leur médecin généraliste leur dit bah, écoutez, pour l'instant vous n'avez pas une glycémie à 1,26, donc vous n'êtes pas diabétique, donc on ne fait rien, c'est à surveiller, on verra plus tard. Alors qu'en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, on va tout de suite s'intéresser à cette élévation de la glycémie, essayer de comprendre est-ce qu'il y a déjà des mécanismes d'insulinorésistance qui se sont mis en place. Donc on est vraiment dans cette phase qu'on dit de prévention. Ça c'est vraiment le premier P de cette médecine 4P, faire de la prévention. Et malheureusement aujourd'hui ça ne fait pas vraiment partie, en tout cas en France, de nos habitudes de nous occuper de notre santé quand on n'est pas encore malade. On attend d'être malade pour s'occuper de notre santé et pourtant faire de la prévention ça serait beaucoup plus intéressant. Mais bon, bien évidemment, tout le monde n'est pas capable de le faire parce que ce ne sont pas des démarches qui sont remboursées par la sécurité sociale et forcément il en va un peu de notre propre porte-monnaie. Le deuxième P, c'est pour tout ce qui est médecine personnalisée. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans le one size fit all, on est dans le chaque individu est unique. Vous avez une génétique différente, un polymorphisme différent. Polymorphisme, ça veut dire que vous avez des systèmes enzymatiques qui ne fonctionnent pas de la même manière. Vous n'allez pas métaboliser telle ou telle molécule de la même manière parce qu'on a hérité des allèles de nos parents qui ne sont pas les mêmes que ceux des parents de notre voisin. Et forcément, ce polymorphisme génétique fait que nous allons réagir différemment à tel ou tel traitement, à telle ou telle complémentation, à telle ou telle alimentation. Donc ça nous différencie les uns des autres. On a également cette notion d'épigénétique. Épi, c'est ce qui vient au-dessus de la génétique. On a longtemps pensé qu'on était un petit peu
finalement pieds et poings liés face à cette génétique et qu'on ne pouvait rien faire contre elle. Aujourd'hui, les données sur l'épigénétique nous prouvent qu'on peut réellement être un acteur de santé et agir sur la manière dont va s'exprimer notre code génétique. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire tous les facteurs environnementaux, notamment l'alimentation, le stress, les expositions aux polluants. Cette épigénétique, bien évidemment, elle est différente. Vous n'avez pas le même style de vie que votre voisin. Et le troisième point qui met en avant la nécessité de mettre en place une prise en charge personnalisée pour chaque individu, c'est le fait que nous ayons un microbiote, donc que nous hébergions tous des bactéries au niveau de notre intestin, mais que nous avons une carte microbienne, microbiotique, qui est différente et qui est propre à chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on a des bilans de biologie spécifiques qui permettent de faire la cartographie de ce microbiote. On appelle ça un métagénome. Et donc, comme nous avons un microbiote différent, nous sommes différents et donc nous méritons à ce titre de pouvoir bénéficier d'une prise en charge qui va être adaptée à notre génétique, à notre épigénétique, à notre microbiote et à notre polymorphie génétique, bien évidemment. Le troisième P, c'est pour médecine précise. Pourquoi précise? Et c'est un point qui est important parce que je pense que sur Internet, nombreuses sont les personnes qui se complémentent à l'aveugle, qui se complémentent parce qu'elles se disent que finalement les compléments alimentaires c'est pas sur ordonnance, donc c'est pas dangereux, et puis finalement ce sont que des vitamines et des minéraux, que des plantes, ça peut pas faire de mal, ce n'est pas nocif. Sachez que les micronutriments doivent être administrés à des doses qui sont très précises. Je peux vous donner l'exemple très classique des antioxydants. À trop forte dose, les antioxydants deviennent pro-oxydants, et quand on manque d'antioxydants, alors à ce moment-là, ça sera aussi très nocif puisqu'on n'aura pas suffisamment de défense contre le stress oxydant que nous créons. Donc il faut vraiment adapter de manière très précise les complémentations qu'on va mettre en place. Donc on est très loin du tiens, j'ai pris tel complément alimentaire, ça a bien marché sur moi, tu devrais le tester. Ça ne marche pas de cette manière parce que déjà vous êtes différent encore une fois de votre voisine, et qu'en plus pour pouvoir se complémenter, il est pour moi indispensable déjà d'avoir un interrogatoire clinique précis parce qu'on a certains déficits, certaines carences qui sont objectivées par des signes cliniques. Et c'est difficile de passer à côté si on arrive à bien mener son interrogatoire. Et puis surtout par un bilan de biologie. C'est-à-dire c'est pas écrit sur votre front que vous êtes déficitaire en fer. Et quand bien même, oui, vous seriez super fatigué, avec des troubles de l'humeur, que vous perdriez vos cheveux, ça nous mettrait la puce à l'oreille. Mais pour savoir exactement quelle va être la complémentation en fer qu'il va falloir mettre en place, quelles sont les recommandations alimentaires qu'il va falloir vous donner, il va falloir faire un dosage pour évaluer votre statut martial. Donc pour moi, une médecine précise, ça passe par de la biologie spécifique. Il faut savoir aujourd'hui quels sont les bilans de biologie spécifique qu'il faut réaliser pour mettre en avant des déficits ou des carences. Il faut ensuite avoir la connaissance suffisante pour pouvoir décider de la complémentation qu'on va mettre en place, des formes, quelles sont les formes par exemple de fer qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on va les donner, à quel moment, à quelle dose. Et puis bien évidemment, décider de faire un contrôle après avoir mis en place la complémentation, après avoir demandé à l'individu de changer son comportement alimentaire, vérifier 3 à 6 mois après, est-ce que le protocole mis en place a été efficace. Précise, c'est vraiment s'appuyer sur cette biologie d'investigation. Moi, j'ai passé le DU de biomarqueur santé et nutrition. C'est un DU qui m'a permis un peu d'asseoir cette compétence de prescrire des bilans de biologie spécifiques. Et aujourd'hui, je vois passer, puisque lorsque je reçois en consultation des patients, je leur demande toujours d'avoir un premier bilan de base réalisé par un médecin généraliste. Et je vois très souvent sur les bilans de base des médecins allopathiques qui prescrivent encore par exemple le fer sérique pour évaluer un statut martial, chose qui n'a aucune valeur, qui n'a vraiment aucune valeur, et pourtant c'est encore fait aujourd'hui. Donc connaître la biologie, savoir quels sont les bilans qu'il faut réaliser, c'est extrêmement important. Tous les laboratoires de quartier, bien évidemment, ne pratiquent pas ce type de biologie d'investigation. Moi, je travaille avec un laboratoire qui est à Metz, qui s'appelle le laboratoire Barbier, et je travaille avec un laboratoire qui est en Belgique, qui s'appelle LIMS Mbenec. Je prescris mes bilans, les patients font faire leurs bilans, on a les résultats. Donc concernant une consultation de micronutrition, en tout cas la mienne, parce que tout le monde ne fait pas pareil,
Moi, je demande donc toujours un bilan de base qui est prescrit par un médecin généraliste ou qui date de moins de 6 mois. Et puis ensuite, en fonction de l'interrogatoire clinique, je vais décider des bilans que je vais trouver justes et intéressants de prescrire pour avoir d'autres informations et pour pouvoir adapter de manière très précise la complémentation que je vais mettre en place. On me demande souvent par mail, est-ce que ça coûte cher, combien coûtent les bilans? Et j'ai envie de vous dire que je ne peux pas dire à l'avance à un patient pour combien est-ce qu'il va avoir en bilan de biologie spécifique, parce que ça peut être uniquement le dosage du zinc par exemple qui coûte 8 € et peut-être qu'il va devoir faire un métagénome qui coûte 296 €. Donc tout dépend de la complexité de votre dossier, tout dépend de ce qu'on va trouver pendant notre enquête, des choses qu'on va vouloir aller investiguer plus précisément. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on fait de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle, donc de la micronutrition, on ne peut pas se passer de faire des bilans de biologie spécifiques parce qu'on a besoin de ce critère de précision extrêmement important. Le dernier P, ça vous concerne puisque c'est pour la notion de participatif. C'est une médecine qui est participative. Le but n'est pas de vous dicter votre nouvelle conduite à tenir, mais plutôt de vous faire comprendre que votre santé, vous en êtes le premier et le principal acteur et que c'est à vous de vous engager dans cette démarche et que nous allons travailler ensemble, que nous allons finalement vous guider sur le chemin de la santé, mais que vous devrez faire les démarches nécessaires pour y arriver. Et ne serait-ce que de prendre rendez-vous avec un micronutritionniste, un professionnel de santé qui pratique la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, c'est déjà vous rendre acteur de votre propre santé. Notre santé ne nous est pas due, nous devons l'entretenir et en prendre soin chaque jour. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est pour ça que j'ai été vraiment ravie de pouvoir suivre un diplôme universitaire de psychologie des comportements alimentaires. Parce qu'au-delà des troubles du comportement alimentaire, ça m'a permis de comprendre comment fonctionnait l'être humain, comment fonctionnaient les motivations primaires, la gestion du stress, et donc de pouvoir adapter à chacun de mes patients mon discours afin de pouvoir les motiver dans cette démarche de changement. Alors en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, on a une manière de concevoir la santé qui est bien différente de la médecine allopathique. On conçoit l'individu dans son ensemble de manière globale et on s'appuie sur 7 fonctions principales qui pour nous sont les garantes d'un état de santé optimal. Le but, c'est donc pour chaque thérapeute de s'assurer de la compréhension précise et je dirais parfaite de chacun des mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent une pathologie, une maladie. Donc on ne peut pas se contenter de faire de l'à peu près, il faut connaître tous ces mécanismes biologiques, biochimiques, il faut connaître sa biologie cellulaire, il faut connaître sa biologie moléculaire, il faut connaître le fonctionnement des organes, il faut comprendre comment tous ces organes interagissent entre eux et s'intéresser à chacune des principales fonctions. On ne peut pas se contenter de regarder l'assiette du patient et de lui dire bah, écoutez, vous mangez comme ça, il va falloir manger comme ça. Il faut quand même aller bien au-delà d'une approche diététisante classique. Il faut concevoir l'alimentation comme une alimentation fonctionnelle. Donc si vous consultez un micronutritionniste, attendez-vous à avoir une première consultation qui va être longue. Moi je sais que mes premières consultations, lorsqu'il s'agit uniquement de micronutrition, elles durent environ 1h30. Et vous aurez au préalable rempli de très nombreux questionnaires que je vous ferai parvenir. Et lorsque vous allez venir en consultation, donc je m'appuierai sur vos réponses au questionnaire pour guider mon interrogatoire clinique et pour aller évaluer avec minutie chacune de ces fonctions. Donc notamment l'interface digestive, aller vérifier s'il n'y a pas un problème de dysbiose, de déséquilibre de votre microbiote au travers de troubles digestifs par exemple. On pourra éventuellement faire des bilans de biologie spécifiques pour objectiver cette dysbiose, allez vérifier l'intégrité de votre muqueuse intestinale, voir s'il n'y a pas un problème d'hyperperméabilité intestinale, de leaky gut, de digestion tout simplement, là, sachant que la digestion commence au niveau de la bouche avec la mastication et qu'après ça passe par l'estomac, puis le foie, puis l'intestin. Voilà, tout ce processus de digestion, allez vérifier qu'il se passe correctement puisque la digestion c'est également la capacité d'assimiler ce que vous allez mettre dans votre assiette mais aussi ce que vous allez prendre en complément alimentaire, donc c'est extrêmement important. Ça c'est vraiment le premier pilier
de l'interface digestive. Ensuite, on a un pilier qui est le pilier, je dirais, de l'immunité, de l'inflammation. Allez vérifier si vous ne présentez pas une inflammation de bas grade. Et c'est vrai qu'en médecine classique, on a tendance à doser la CRP classique qui ne met pas en avant cette inflammation systémique de bas grade. Donc moi, c'est quelque chose que je demande systématiquement. On va vérifier s'il n'y a pas un problème de dysimmunité avec des infections chroniques. On va également aller vérifier comment fonctionne votre foie. J'ai fait une vidéo entière consacrée à la détoxication hépatique. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Le foie est un organe extrêmement important, c'est un de nos organes émonctoires, il faut qu'il fonctionne correctement. On a bien évidemment des signes cliniques, des signes d'appel d'une insuffisance hépatocellulaire et on peut faire en sorte d'aider le foie à mieux fonctionner. Un point capital, moi c'est un bilan que je demande très souvent, c'est vérifier le statut en acide gras de chaque patient. Parce qu'aujourd'hui, on a tellement diabolisé les graisses, on a une telle abondance en acides gras trans industriels, en acides gras oméga 6 inflammatoires, qu'on se retrouve avec des patients qui ont des communications cellulaires qui ne sont plus du tout optimales. Et moi, je vois des statuts en acides gras, des profils d'acides gras érythrocytaires qui sont catastrophiques. Et je pense en grande partie, c'est dû à la diabolisation des graisses. Les femmes qui font attention à leur poids, qui n'utilisent plus du tout d'huile dans leur alimentation, qui ont des statuts en acides gras oméga 3 qui sont catastrophiques, le fait qu'on ait diabolisé les produits laitiers, on n'a plus d'acide myristique, donc c'est extrêmement important de s'intéresser à la communication cellulaire et donc à nos statuts en acides gras. On va s'intéresser également à la gestion du stress oxydant. Le stress oxydant, il est dû à un déséquilibre entre votre propre production de radicaux libres, donc d'espèces qui sont délétères, et vos propres capacités de défense contre ces radicaux libres. Et parfois, on peut être dépassé parce qu'il y a une surproduction de radicaux libres et le stress oxydant qu'on appelle, que le professeur Castronovo appelle la rouille, c'est un des mécanismes physiopathologiques de la majorité des maladies de civilisation avec ce qu'on appelle la caramélisation, c'est-à-dire la glycation des protéines lorsqu'on a trop de sucre raffiné notamment. Donc on pourra tout à fait réaliser des bilans qu'on appelle des bilans nutritionnels antiradicalaires qui permettent de vérifier où est-ce que vous en êtes en termes de protection antioxydante. Est-ce que vos systèmes enzymatiques fonctionnent bien? Est-ce que vous avez suffisamment de cofacteurs? Est-ce que vous avez une oxydation qui est présente et qu'il va falloir prendre en charge? On peut notamment doser les anticorps anti-LDL oxydés. Enfin, on s'intéresse beaucoup au stress oxydant parce qu'on sait que c'est un des points de départ avec l'inflammation et la glycation de très nombreuses pathologies dites de civilisation. On va s'intéresser également donc au métabolisme insulino-glucidique, donc je vous ai parlé de glycation. Aujourd'hui, l'épidémie à laquelle on est soumis et à laquelle on est relativement impuissant, c'est cette épidémie du surpoids et de l'obésité. On se retrouve avec des patients qui sont des diabétiques de type 2 qui s'ignorent, avec des patients qui ont un syndrome métabolique qui s'ignorent, qui sont insulino-résistants qui s'ignorent. En médecine allopathique, je pense que la majorité des praticiens de santé ne savent même pas ce que c'est qu'une insulino-résistance, ce que c'est qu'un syndrome métabolique, comment le dépister, alors que c'est tellement simple, il suffit d'un mètre ruban, de 2 ou 3 critères de biologie classique pour le mettre en avant. Il me semble avoir fait une vidéo sur le syndrome métabolique d'ailleurs. Et ce dosage, ce fameux dosage qui devrait être proposé, le HOMAC Wiki, qui nous permet de mettre en avant, est-ce que vous avez un début d'insulinorésistance? Est-ce que vous êtes donc à risque de développer un diabète dans quelques années? Donc le métabolisme insulino-glucidique, il est extrêmement important, il est au cœur de notre santé. Et aujourd'hui, avec ce fléau de la sédentarité, de l'alimentation industrialisée, il faut vraiment y prêter énormément d'attention, en tout cas bien plus que celle qu'on y prête aujourd'hui. Et puis bien évidemment, on parle de micronutrition, on parle donc de micronutriments, on va donc aller objectiver, est-ce que vous avez des déficits, des carences dans telle ou telle vitamine, dans tel ou tel minéraux, oligo-éléments, métaux, métalloïdes, dont on sait qu'ils sont importants pour telle ou telle fonction. Donc là encore, ça demande une connaissance très rigoureuse de chaque micronutriment, de la manière dont il intervient dans tel ou tel métabolisme, quels sont les signes cliniques qui vont pouvoir nous mettre la puce à l'oreille en cas de déficit ou de carence. Donc encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on veut devenir un bon thérapeute en médecine fonctionnelle et nutritionnelle, il faut aimer apprendre, il faut aimer comprendre, il faut connaître sa biochimie sur le bout des doigts, il faut savoir faire des liens
entre les signes cliniques du patient et la biochimie. Il faut connaître les bilans biologiques à réaliser, il faut connaître les complémentations à mettre en place. C'est vraiment une prise en charge qui va être globale. Et quand bien même on aurait déjà fait ça, une vraie prise en charge globale ne va pas s'intéresser qu'à l'assiette et à la complémentation et à la biologie, elle va s'intéresser à la gestion du stress, donc à tous les facteurs environnementaux, proposer de la pleine conscience, proposer de la gestion des modes mentaux pour les gens qui sont stressés. On arrivera de toute façon à pas grand chose si on ne gère pas ce stress. Et puis à la remise en mouvement, à la reprise d'une activité physique, dirons-nous, régulière. C'est ça une prise en charge globale, c'est cette triade et on essaye c'est ce qu'on essaye de mettre en place lors des consultations de micronutrition et de médecine fonctionnelle et nutritionnelle. En tout cas, moi c'est comme ça que je travaille. Je ne sais pas si tout le monde fait de la même manière, mais je suppose bien que oui. Il y a donc ces 3 axes qu'il va falloir prendre en charge pour essayer de faire en sorte que chaque patient qui bénéficie d'une consultation puisse espérer améliorer son espérance de vie en bonne santé. Donc on peut consulter parce qu'on est en bonne santé, qu'on veut faire de la prévention et qu'on veut vivre longtemps. On peut consulter parce qu'on a déjà une pathologie qui était diagnostiquée en médecine allopathique, mais qui vous a proposé un traitement qui n'est pas suffisamment satisfaisant et donc que vous souhaitiez mettre en place une prise en charge parallèle et complémentaire. Vous pouvez également consulter parce que en médecine allopathique, on vous a dit que finalement vous n'avez rien et que tout se passe dans votre tête et que vous aimeriez savoir pourquoi est-ce que vous n'allez pas bien, parce que je vous assure que c'est pas dans votre tête. Si vous n'allez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe mais qu'on n'est pas allé chercher suffisamment précisément ce que ça dysfonctionnait, souvent dans l'intestin, mais bon, il y a toujours des petites enquêtes à mener. Donc finalement, ça concerne un petit peu tout le monde. Moi, je vois dans ma patientèle, j'ai des ados, les parents m'envoient leurs enfants, j'ai des femmes qui souhaitent tomber enceintes, j'ai des hommes de 40-50 ans, j'ai des seniors, des femmes en préménopause, ménopause, j'ai des gens qui veulent perdre du poids, mais des gens qui n'ont pas du tout besoin ou envie de perdre du poids et qui ont donc soit des pathologies chroniques invalidantes, soit des pathologies insuffisamment prises en charge par la médecine allopathique. Il y a tout, j'ai même des médecins allopathes dans ma consultation, j'ai des psychologues, j'ai vraiment de tout. Et le but, encore une fois, c'est de considérer chaque patient comme étant unique. C'est ça cette médecine 4P, une médecine qui est préventive, personnalisée, précise et participative. Et on va envisager le corps humain comme étant un ensemble. On va se baser donc sur toutes ces fonctions dont je vous ai parlé tout à l'heure et on ne va pas le segmenter en organes comme on le fait en médecine allopathique. Vous avez des allergies, on vous envoie voir l'allergologue, l'ORL. Vous avez des douleurs articulaires, vous allez voir le rhumato. Vous avez mal au ventre, vous allez voir le gastro. Et ça se trouve, tout vient du même endroit et tout est lié. Donc il faut vraiment concevoir l'individu dans son entièreté. Donc voilà un petit peu les fondements de la médecine nutritionnelle et fonctionnelle qu'on appelle aussi micronutrition. Chaque thérapeute construit sa consultation comme il en a envie. Moi personnellement j'ai décidé de proposer différents types de consultations en fonction des besoins du patient. Il y a des patients qui n'ont pas besoin particulièrement de psychonutrition, qui ne viennent pas pour perdre du poids, ils viennent uniquement pour un bilan de santé ou parce qu'ils ont une pathologie bien particulière. Mes premières consultations durent entre 1h30 et 2 heures en fonction du type de protocole choisi. Les consultations de suivi durent en moyenne 1 heure, donc vous voyez que ce sont quand même des consultations longues parce qu'on prend le temps d'apprendre à connaître le patient, il faut faire un interrogatoire clinique précis, il faut comprendre ce qui se passe, on est en pleine réflexion, donc ça ne peut pas se faire en un quart d'heure, c'est vraiment impossible. J'ai envisagé de diminuer un petit peu mes consultations et de passer à 45 minutes sur les consultations de suivi. C'est quand même pas évident, il y a beaucoup de choses à voir, envisager quels sont les bilans qu'on va prescrire, quels sont les compléments alimentaires qu'on va conseiller, quelles sont les habitudes alimentaires qu'on va recommander, est-ce qu'il va falloir faire à côté un petit peu de gestion du stress. Enfin voilà, c'est quand même assez long. Mais moi, personnellement, je suis ravie de la manière dont je peux exercer aujourd'hui cette médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Je suis convaincue qu'elle permet d'apporter des réponses qui sont satisfaisantes pour des patients qui aujourd'hui sont trimballés de spécialité en spécialité et qui ne sont pas bien tout simplement, soit parce que leur maladie n'est pas reconnue, leur invalidité n'est pas reconnue, ou parce que les traitements proposés ne traitent que les symptômes et ne sont pas suffisamment efficaces.
Voilà, donc je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura donné une petite idée de ce qu'est une consultation de micronutrition. Donc pour résumer, c'est long. Ça va vous demander de remplir de nombreux questionnaires, ça va vous demander d'avoir confiance dans votre thérapeute, vous aurez sans doute des bilans de biologie spécifiques à faire, vous aurez peut-être tel ou tel micronutriment à rajouter à votre alimentation quotidienne, des changements alimentaires, des changements d'hygiène de vie, de la remise en mouvement. Si vous souhaitez avoir plus d'enseignements sur ma propre consultation de micronutrition, donc c'est une e-consultation à distance en vidéoconférence, j'ai des patients un petit peu partout dans le monde, sur chaque continent, un peu partout aux quatre coins de la France. Vous pouvez m'envoyer un mail à annapotterconsultation@yahoo.com, il me semble. Je vous mettrai le mail en barre d'infos. Sinon, vous pouvez toujours vous renseigner auprès de l'IEDM. Vous pouvez vous renseigner auprès du laboratoire Bionutrix, auprès du laboratoire Pilège, si vous souhaitez connaître des professionnels de santé près de chez vous qui sont formés à cette discipline. Je vous recommande fortement de ne pas hésiter à demander au thérapeute que vous avez sélectionné quels sont ses diplômes. C'est extrêmement important. Quelle est sa formation de base? Est-ce qu'il est médecin? Est-ce qu'il est pharmacien? Qu'est-ce qu'il a fait avant, hein? Parce que parfois on peut un peu débarquer d'un monde qui n'a rien à voir avec le monde médical et scientifique. Quels sont les diplômes qu'il a passés ensuite? Puisque pour pouvoir faire de la médecine fonctionnelle et nutritionnelle, c'est à la suite de son cursus de base. Donc quels sont les diplômes qu'il a passés, quelles sont les formations qu'il a suivies. N'hésitez pas à demander quelles sont les notes. Moi je pousserai jusqu'à savoir les notes qu'ils ont obtenues, parce que je peux vous dire, pour avoir suivi quand même 4 diplômes universitaires, que les niveaux sont très disparates dans les diplômes universitaires, que certains se contentent de faire le minimum syndical et l'ont au rattrapage ou avec 10 de moyenne, et que moi je considère que dans la santé, il n'y a pas de place pour la médiocrité. Quand on veut prendre en charge la santé d'un patient, on doit être excellent, on doit être rigoureux, on doit être extrêmement compétent, et un diplôme universitaire n'a de sens que si on le valide parfaitement, si on le valide avec d'excellentes notes, si on a passé du temps à travailler, à approfondir ce qu'on nous a appris, parce que valider des diplômes juste pour les valider avec 10 de moyenne, ça n'a pour moi aucun sens, aucun intérêt. On est quand même là pour soigner des gens. Moi je pense qu'il n'y a pas de place pour l'à peu près et pour la médiocrité. C'est pour ça que je me donne à fond systématiquement lorsque je passe un diplôme, parce qu'il est inconcevable pour moi d'être moyenne dans ce que je fais. Alors je vous dirais que je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde dans n'importe quel métier, dans n'importe quel corps de métier, mais quand c'est la santé, c'est quand même indispensable. On ne peut pas se permettre de jouer avec la santé des gens et de se contenter d'être moyen lorsqu'on décide de se donner ce droit et donc ce devoir de prendre en charge la santé d'un patient. Donc voilà, je terminerai là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu sur mon activité professionnelle et de manière générale sur la micronutrition, la médecine fonctionnelle et nutritionnelle. N'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos propres expériences personnelles. Est-ce que vous avez déjà consulté? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Rappelez-vous quand même que comme dans tous les métiers, il y a des bons et des moins bons professionnels de santé. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Je vous souhaite une très bonne journée. À votre santé!